parler maintenant, en ce mercredi 3 décembre 2014, je voudrais parler des rapports entre le français et l'anglais, notamment au sein de l'Union européenne. Vous savez que récemment, j'ai pris un certain nombre de positions sur l'avenir de l'Union européenne, notamment en ce qui concerne la Méditerranée. J'ai parlé d'une Union européenne qui serait axée aussi sur la Méditerranée, donc méditerranéo-européenne. D'ailleurs, quelles sont les limites des continents? Après tout, la Méditerranée est presque une mer fermée, mare nostrum, comme disaient les Romains, et on peut donc parfaitement considérer que ce qui est autour du bassin méditerranéen fait partie de l'Europe. C'est une question de définition. L'Afrique commençant finalement plus bas. L'Union méditerranéenne, d'ailleurs je crois que ça avait été proposé par Sarkozy quand il était président de la République. Et je crois que c'est intéressant, avec le problème israélien qui est au cœur du débat. Et celui de la francophonie aussi, jusqu'à un certain point. Mais là, je voudrais parler justement de la question du français et de l'anglais. S'il y a une langue pour l'Union européenne et pour l'Union européenne prolongée par la Méditerranée, je crois que ce serait effectivement le français et l'anglais. Le couple, moi je crois à un binôme français-anglais. Ouais, je crois beaucoup à cela. Le français étant d'abord, à mon avis, la langue de l'écriture, et l'anglais, la langue de l'oralité. Exactement comme dans les pays arabes, il y a une langue écrite qui est une sorte d'arabe classique, et puis il y a des dialectes locaux, qui sont des formes d'arabe plus ou moins matinées et d'autres différentes particularités. Or, pour moi, l'anglais est tout à fait comparable à l'arabe algérien, par exemple. C'est une sorte de sabir hybride mélangeant des expressions germaniques avec des expressions françaises dans le cas de l'anglais, des expressions arabes avec des éléments français dans le cas de l'arabe algérien, donc du dialecte, parce que ce n'est pas au stade de la langue arabe classique, je ne crois pas. Et puis, bien entendu, c'est vrai aussi pour l'allemand, c'est vrai aussi pour le russe et d'autres langues qui ont emprunté lourdement au français. Et puis, c'est également, ne pose pas de problème non plus pour les langues latines, comme l'espagnol, l'italien, le portugais, le catalan, même le roumain, qui, de toute façon, ont des affinités naturelles, génétiques avec la langue française. Donc on a un ensemble latin, franco-latin avec des éléments germaniques anglais, mais aussi, comme je l'avais écrit dans un texte, rappelons aussi que la langue française est marquée par une structure germanique dans son traitement du masculin et du féminin. Alors j'en ai parlé, j'ai écrit à ce sujet, le fait de dire fort et forte, c'est comme en allemand klein et kleine, et je disais aussi que les langues sémitiques, et le russe aussi d'ailleurs, étaient des langues où le masculin était plus bref que le féminin. Bolshoi, balshaya. Donc il y a un. Et je disais d'ailleurs un petit peu comme ça, je disais que le féminin était un prolongement du masculin, sur le plan biblique, mais aussi sur le plan linguistique. Et en hébreu, en arabe aussi c'est pareil, Jamil, Jamila, Gadol, Gdola. Voilà. Il n'y a que d'ailleurs les langues latines, non françaises, qui ont une espèce de symétrie entre le masculin et le féminin, avec le O pour le masculin, le A, guapo, guapa, etc., bello, bella, voilà. Et en ce sens-là, le groupe latin est un groupe particulier au sein d'un ensemble beaucoup plus large qui est plutôt germanico-sémitique. Et le français appartient justement de ce point de vue-là, et c'est ça qui fait pour nous sa force. Il est effectivement d'origine latine, mais avec un schéma qui est un schéma germanique, germanico-sémitique, qui fait qu'il n'a pas les particularités
des groupes latins. On pourrait le reprocher d'ailleurs, évidemment, puisque le français, comme l'allemand ou comme l'arabe, marque nettement que la dissymétrie entre le masculin et le féminin. Alors dans le cas de l'anglais, ce n'est pas le cas, effectivement. L'anglais est encore une exception de ce point de vue-là, puisqu'il ne distingue pas entre le masculin et le féminin au niveau des adjectifs. Sous l'influence d'ailleurs du français, mais d'un français qui est mal compris, on ne parlerait pas de ça, c'est-à-dire un français écrit qui a été mal interprété, où on a cru, ils ont cru, par exemple si je dis par exemple riche, l'adjectif riche en français, par exemple, il n'y a pas de masculin et de féminin. Bon. Ben, et ça suffit probablement à influencer la théorie anglaise du fait que l'adjectif était invariable. Bon, passons. Donc ce que je propose, c'est une espèce d'entente, parce que finalement vous avez vu que dans mes précédentes prestations sur l'ordre, il y a une question de diplomatie, il y a une négociation, ceci, il y a des contreparties, etc. Là, je propose une entente sur l'idée que, cote mal taillée, si on veut, mais enfin peu importe, l'idée qu'effectivement la langue écrite de l'Union européenne et de la Méditerranée, c'est la langue française, fondamentalement, et que la langue parlée, c'est l'anglais. Donc ça permet de maintenir une situation de fait, hein, c'est-à-dire qu'effectivement le français est une langue qui est extrêmement présente sous sa dimension latine, sous sa dimension d'exportation vers l'anglais, l'allemand, etc., le russe, etc., et le fait que l'anglais, effectivement, s'est imposé comme langue aussi mondiale sur d'autres plans, à une échelle non plus européenne, mais à une échelle mondiale. Donc, une langue anglaise qui serait la langue de référence dans les prises de parole, et une langue française qui le serait au niveau de l'écriture. Et cela pour une autre raison, c'est que le français parlé est une langue extrêmement difficile, beaucoup plus difficile que le français écrit. Les Français n'en sont pas forcément conscients. Mais moi, par exemple, quand je parle en français, j'ai conscience qu'il y a des mots qui sont avalés, des lettres qui sont avalées, des réductions, ça fait d'ailleurs le charme de la langue française, parce que ça lui donne une rythmicité qui est beaucoup plus forte que celle qu'on pourrait croire quand on lit la langue française. La langue française écrite ne nous dit rien, véritablement, sur la langue orale. La langue orale ne permet pas à la limite, je veux dire, bien sûr, si vous suivez un texte écrit en français et que quelqu'un vous parle en français, vous suivez. Mais d'une manière générale, il y a tellement de raccourcis en langue, en français oral, que ça demande énormément d'efforts, sans parler de l'utilisation très fréquente de l'argot en français, qui est beaucoup plus net que dans d'autres langues. Hein, on n'a qu'à raconter. Moi, je me souviens que j'ai été choqué, je suis choqué parfois quand vous avez des Français qui s'adressent à des étrangers et qui utilisent des mots d'argot dont on sait visiblement qu'ils ne les ont pas utilisés et qu'ils ne les ont pas appris. Donc la langue, le français parlé, il a énormément de charme, mais il est extrêmement ardu à maîtriser, non seulement dans l'expression, qui est notre langue, mais dans la compréhension et dans l'identification. Donc l'anglais est moins créatif au niveau de la langue parlée, hein, il est moins égarant, il est moins dépaysant. Il y a bien sûr le fameux I don't want, qui est une abréviation de I do not want. Il y a bien entendu les raccourcis en ce qui concerne les textos, bon, pas autre chose, mais globalement, d'ailleurs, cet I don't want, on se demande si c'est pas encore une influence française. Quand on dit par exemple je veux pas, il n'y a pas, etc., ça n'arrête pas. Bon, je sais pas, voilà. Donc, et puis tout simplement le J apostrophe que nous avons, le L apostrophe que nous avons, sans parler des fameuses réductions de de le qui devient du, de les qui devient des, etc. Donc, ça apparaît aussi au niveau de l'écriture. Mais globalement, n'oublions pas que le français peut avoir, dans certains cas, été influencé par le français oral, mais assez rarement.
À la différence, par exemple, de l'italien, dont on voit clairement qu'il a complètement rompu avec son étymologie latine. Dans bien des cas, il y a beaucoup de lettres qui ont disparu. Alors qu'en français, et c'est ce qui justifie encore plus l'utilisation de la langue française écrite, en français, on a gardé la structure d'origine, on a gardé des lettres qui ne se prononcent pas. Quand on dit par exemple 20, VINGT, qui est-ce qui sait qu'il y a un G, enfin oralement on n'entend pas, parce que ça renvoie à Vigentum, d'origine latine, etc. Et donc les grammairiens français, enfin je ne sais pas s'ils vont les appeler grammairiens, ont préservé un français écrit qui est extrêmement pur d'une certaine manière, et qui laisse toute liberté d'ailleurs au niveau du français oral. Voilà, donc je propose très sérieusement une espèce de binôme franco-anglais pour l'Union européenne et pour la Méditerranée, autour de ces deux langues qui sont quand même deux puissances considérables. Rappelons quand même que ce sont ces deux langues-là qui avaient créé des grands empires jusque dans les années, dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Donc ce sont deux énormes puissances impériales et finalement, à mon avis, il faut les concilier entre elles et il faut trouver un arrangement, un agreement.